Bonjour à tous. Je viens littéralement de vous expliquer pendant toute l'émission comment on vous trompe, quels mensonges on vous raconte, quelles informations on ne vous donne pas, et comment l'objectif est de vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai pour pouvoir avancer dans la direction qu'ils veulent sur plusieurs fronts différents, principalement concernant la guerre en Iran. Maintenant, je vais vous montrer quelle politique ils essaient de mettre en place. Et vous allez voir cette sorte de mélange. Même lorsqu'ils vous présentent ces politiques absurdes, ils vont essayer d'y glisser aussi quelques mensonges. Mais il faut avoir conscience de l'ensemble, de la stratégie de communication qui est à l'œuvre pour obtenir du soutien à des politiques vraiment ignobles qui se cachent derrière. Et tout cela va vous montrer pourquoi, selon moi, nous avons déjà littéralement perdu cette guerre. Même si la guerre continue, même s'il n'y a pas de résolution pour l'instant, nous nous sommes déjà creusé un trou tellement profond qu'il n'y a aucun moyen rationnel de nous en sortir. Mais, comme vous allez le voir, il reste encore largement de quoi creuser davantage et rendre cette défaite plus coûteuse. Allons-y tout de suite. Voici Jack Keane, et il va vous dire, vous savez quoi? Epic Fury, ce n'était pas suffisant. Il faut redoubler d'efforts. Il est probable que le président soit déjà en train de réévaluer la stratégie diplomatique que nous suivons. Et avons-nous encore une option réaliste pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés si nous ne pouvons pas y parvenir par la diplomatie? Je pense que oui, absolument. Il s'agirait de reprendre des opérations de combat majeures, des opérations conjointes, évidemment avec le CENTCOM et avec les Israéliens. Ils sont tous deux prêts et préparés à le faire. Ce serait en réalité plus vaste et plus complet que ce qu'a été Epic Fury, parce que le renseignement nous a permis d'identifier davantage de cibles à traiter, et parce que nous disposons aussi d'une pleine profondeur de munitions pour faire face à ces cibles. Ce serait une attaque totale contre leur système d'armes, leurs drones, leurs missiles, tout ce qui reste de leur programme nucléaire, les unités des gardiens de la Révolution, ainsi que leurs dirigeants. Nous viserions aussi très durement leurs cibles énergétiques et économiques, par exemple les infrastructures pétrolières et gazières. Nous isolerions le pays, les routes et les voies ferrées menant aux pays frontaliers, les ports maritimes et les aéroports également. Nous mettrions le pays en quarantaine sur le plan militaire, et ensuite nous rouvririons le détroit d'Ormuz. D'accord, la dernière partie, c'est l'une des choses qui m'a vraiment frappé, et c'est pour ça que j'ai arrêté l'extrait exactement à ce moment-là. Parce que ça ressemble à la théorie des haricots magiques. On va faire toutes ces choses incroyables. Et ensuite, le détroit d'Ormuz va s'ouvrir. Or, je vous ai montré dans l'émission précédente, si vous ne l'avez pas vu, laissez-moi vous le dire rapidement. Voilà ce qu'a fait le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures. Nous en sommes maintenant, je crois, au 151e jour de fermeture du détroit d'Ormuz, sous le contrôle de la partie iranienne. Il a été ouvert quelques jours au milieu de cette période, ou au début de la période du protocole d'accord, mais il n'a jamais échappé au contrôle de la partie iranienne. C'était eux qui détenaient les clés, et ils les ont toujours utilisées. Et on le voit sur les dernières 24 heures, les 29 et 30 juillet, seuls 2 ou peut-être 4 pétroliers ont traversé le passage. Je veux dire, le trafic est inférieur d'environ 85% à la normale, donc seulement 15% passent. Et tout ce qu'on a fait, 40 jours de combat, 2 mois de blocus, 13 jours de combat, enfin, quelle que soit la phase où nous en sommes maintenant. Et maintenant, il veut revenir à quelque chose de plus important qu'Epic Fury. Donc on va, genre, et puis d'une manière ou d'une autre, ça va comme par magie rouvrir le passage. Et écoutez, regardons ce dont il parle.
D'abord, il dit que ce serait le commandement central, c'est-à-dire les États-Unis et les forces de défense israéliennes. Il soutiendrait cela. Donc sa vision du genre « Waouh, faisons tout », c'est de faire revenir tout le monde. Donc littéralement, Thfantawi Stward Somalith Epfuri. Et enfin, ils vont encore jouer avec les lois. La loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, la Constitution. Bien sûr, ce sont des textes lettres mortes. Ça ne veut rien dire. Mais pour une raison quelconque, ils veulent quand même faire comme si, bon, on va relancer le compteur, repartir à zéro depuis le début. C'est pour ça que c'est pas Epic Fury, c'en est une nouvelle. Ça vient s'ajouter à autre chose. Donc il va y retourner avec tout le monde, y ramener les Israéliens. Alors même que je vous ai montré l'autre jour Smotrich qui disait « Vous savez quoi? Vous vous en sortez. Ce n'est pas bon pour nous en ce moment, donc on préfère vous laisser encaisser le plus gros ici. » Mais Jack Keane dit « Oui, ce n'est pas suffisant. On veut que vous y retourniez aussi, pour que vous receviez vous aussi une partie des missiles qui vont revenir en représailles. » Mais peu importe. Il s'est dit, vous savez quoi, ça va marcher. Alors, commençons par là. Et puis il dit, alors là, oh, ça c'est un argument connu et populaire. On a maintenant un meilleur ciblage, parce qu'on a eu tout ce temps, depuis la fin de l'opération Epic Fury, pour faire davantage d'analyses, chercher plus d'éléments de preuve et mener plus de recherches. Et maintenant qu'on a de meilleures cibles, c'est du n'importe quoi. Je vais être très clair. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Les cibles ne deviennent pas simplement. Ce n'est pas comme si, avant, on ne savait rien ou qu'on n'était pas au courant de certaines choses. On sait où sont leurs cibles. Ce sont des installations comme le complexe montagneux de Yazd et une trentaine d'autres du même genre réparties dans tout le pays. Ce sont ces cibles-là qui comptent. Nous savons où ils sont. Celui-là, je dirais qu'on l'a frappé une vingtaine de fois, sauf erreur de ma part. Certains autres ont été touchés à plusieurs reprises. D'autres, on ne sait toujours pas où ils sont. Alors peut-être que vous en avez identifié certains, si vous voulez soutenir que, bon, grâce aux renseignements, nous savons maintenant où se trouvent certains de ces autres sites. Formidable. Maintenant, vous savez où sont d'autres cibles que vous ne pouvez pas neutraliser. Une montagne de granit reste une montagne de granit. C'en était une pendant 40 jours. Chaque fois que vous tiriez un missile dessus, ça détruisait, j'imagine, un tas de rochers à la surface. Peut-être que ça provoquait un léger tremblement à l'intérieur de la montagne. Il se disait, je me demande ce que c'était. C'était le tonnerre. C'est à peu près le mieux que vous allez obtenir. C'est le mieux qu'on ait eu. Les montagnes sont toujours là. Les installations sont toujours là. Les missiles que nous avons utilisés pour les attaquer sont toujours là, mais en moins grand nombre. Et la capacité de destruction est la même qu'avant. Donc, vous n'obtiendrez pas un résultat différent si vous revenez à ce niveau de bombardement. Gardez aussi à l'esprit, et nous vous l'avons montré dans les séquences récentes. Je ne sais pas si je l'ai encore à l'écran. Je pense que c'est celui-ci. Oui, voici une estimation totale des stocks cumulés de missiles intercepteurs LACAR. Ici, ce sont les missiles défensifs. Et vous voyez ce que nous avons produit et combien il nous en reste. Vous voyez donc qu'on a utilisé une grande partie de ce qui restait, principalement à cause de la première phase de l'opération Epic Fury. Et tous ces missiles se sont révélés presque inutiles pour empêcher le camp iranien de frapper nos équipements. Donc, ils ne nous protégeaient pas quand nous les avions tous. Maintenant, nous en avons beaucoup moins. Je pourrais aussi ajouter les missiles de croisière longue portée, JASSM, les missiles Attack-MS, les missiles HIMARS et bien sûr les missiles de croisière Tomahawk. Ce sont les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui. Et au cours de ces 40 premiers jours, nous avons utilisé environ 45% de presque toutes ces catégories de missiles. Cela varie.
certains à 30%, d'autres à 45%. Bien sûr, nous dépendons des informations que nous recueillons auprès de différentes sources. Ce n'est pas classifié, donc on ne peut parler que d'une fourchette. Mais c'est un chiffre assez considérable. Nous le savons avec certitude, parce que le vice-président a dit que c'était pour cette raison qu'il avait plaidé en faveur du cessez-le-feu en avril. Et c'est pour cela que le président des chefs d'état-major interarmés s'est joint au vice-président en disant qu'il ne fallait pas retourner maintenant à une guerre à grande échelle. Et c'est aussi pourquoi, le week-end dernier, il ne s'est rien passé. Nous manquons toujours de ces missiles. Alors Jack Keane semble soit ne pas s'en rendre compte, soit ne pas s'en soucier. À vous de compléter. Il se contente de dire « Je sais que tout cela a échoué la première fois. Je sais que les missiles sont les mêmes. Je sais que les cibles sont les mêmes. Mais recommençons. » Mais davantage encore. Vous pouvez littéralement épuiser vos stocks de missiles de croisière JASSM, de missiles de croisière Tomahawk, de missiles ATACMS, de missiles HIMARS. Vous pouvez littéralement épuiser tout ce que nous avons et choisir une seule montagne. Allons-y. Disons que l'installation de Yazd est celle que nous montrons souvent ici. Vous savez, attaquons celle-ci. Attaquons cette montagne, ici, près de Yazd. Vous pouvez détruire chaque cible avec tous les missiles dont nous disposons dans chacune des catégories que je viens de citer, et ça ne fera aucune différence. Ce sera toujours une montagne. C'est comme pierre, feuille, ciseaux. Si la feuille recouvre la pierre, elle recouvrira la pierre à chaque fois. Peu importe le nombre de fois que vous jouez. Si vous continuez à faire la même chose, vous continuerez à perdre. C'est encore pire, évidemment, avec une montagne. La montagne va gagner. Vous pouvez larguer des armes nucléaires sur cette montagne, et c'est la montagne qui gagnera. Elle est conçue pour survivre à une arme nucléaire. Vous comprenez ça? Jack Keane le comprend-il? Ces montagnes sont faites pour la plupart pour résister à des explosions nucléaires. Alors, quelle logique peut-il y avoir à dire « Je veux utiliser des armes conventionnelles dont on a déjà prouvé qu'elles ne suffisent pas pour cette mission » et recommencer? Ça n'a aucun sens. Je pourrais m'arrêter là et vous dire à quel point c'est absurde. Malheureusement, l'absurdité a continué. Ensuite, il dit « Oh, nos stocks de munitions sont désormais au complet, donc nous avons tout en place. » Ce n'est pas ça qui compte. Vous pouvez dire « Écoutez, nos stocks de munitions ont baissé à cause d'Epic Fury et de la mini-opération Epic Fury de 13 jours. Enfin, peu importe, qu'on a mené ici il y a quelques semaines. Ça n'a pas d'importance, parce que vous pouvez vous approvisionner partout. Vous pouvez vous approvisionner auprès de l'Endopacom. Vous pouvez puiser dans les installations de stockage du territoire continental des États-Unis. Vous pouvez prendre du matériel en Europe, n'importe où. Vous pouvez reconstituer vos stocks de munitions jusqu'à les faire déborder. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est quel est votre stock global. Et peu importe d'où vous tirez ces munitions pour remplir les stocks actuels, des bombardiers, des lanceurs de missiles, de tous les différents moyens dont nous disposons pour tirer ces armes. Vous pouvez tout remplir à ras-bord, mais ce qui compte, c'est l'efficacité globale de votre dispositif et de votre stock global. Et si vous continuez à épuiser vos réserves mondiales, devinez quoi? De simples calculs, de simples soustractions vous montrent que vous allez rendre l'Amérique de plus en plus faible sur tous les plans dans l'Indo-Pacifique et potentiellement sur le théâtre européen. Que Dieu nous vienne en aide si nous devons nous battre dans l'un ou l'autre de ces endroits. Et nous vous l'avons montré ici à de nombreuses reprises. Ne comptez pas sur l'industrie américaine pour vous sauver avant plusieurs années, probablement pas avant 2030 au minimum absolu. Parce qu'il faut énormément de temps pour mettre en place des installations, de nouvelles installations, j'entends, ou pour agrandir celles qui existent déjà,
et pour recruter du personnel hautement qualifié. Ce ne sont pas des gens qu'on peut simplement aller chercher au bureau de l'emploi du coin en disant « Hey, il me faut un paquet de mécaniciens spécialisés dans les missiles. Il me faut des spécialistes des fusées. Vous en avez combien? On va tous les envoyer ici. » Ils n'existent pas en nombre parce qu'ils sont très peu nombreux. Donc, il va être difficile de former et de trouver suffisamment de personnes, ne serait-ce que pour développer ça à une certaine échelle. Et puis, bien sûr, il y a les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les terres rares qui doivent venir de Chine et de beaucoup d'autres endroits. Vous pensez, ils vont simplement dire « Ouais, pas de problème, on va augmenter la cadence et vous permettre de fabriquer toutes sortes de choses qui vont nous aider. » Ça n'arrivera pas. Alors vous lancez une autre opération Epic Fury, encore plus grande, et vous allez les épuiser davantage. Et maintenant, nous allons être vulnérables partout. Ils jouent littéralement à la roulette russe, non seulement avec votre vie, non seulement avec votre économie, mais avec votre sécurité nationale. C'est à ce point-là que c'est grave. Ne sous-estimez pas ça. Donc, quand il parle de la capacité des chargeurs, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui m'importe, c'est notre approvisionnement global et notre capacité à le remplacer. Là, on est dans le rouge. C'est le franchissement d'une ligne rouge dangereuse. Ensuite, il y a ce qu'il veut viser précisément. Si tout ce que je vous ai dit est horrible, en réalité, ça s'est encore aggravé. Il dit qu'on va attaquer beaucoup des mêmes cibles, mais il élargit ensuite la liste. Il dit qu'on va frapper leur énergie, leur économie. On va imposer des péages. On va frapper leurs routes et leurs ponts ferroviaires sur l'ensemble de leurs frontières terrestres. On va frapper leurs réseaux ferroviaires. On va frapper leurs ports. En gros, il a dit, nous allons mettre le pays en quarantaine. Ce sont ses mots. D'accord. Est-ce que je dois encore le refaire? Apparemment, oui. Prenons plutôt cette carte-ci. Elle est un peu mieux. Vous voyez ces frontières? Vous voyez la frontière entre l'Iran et le Pakistan, puis celle entre l'Iran et l'Afghanistan, puis celle entre l'Iran et le Turkménistan. Ensuite, la mer Caspienne au nord, puis les frontières avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Vous voyez tout ça. Et puis, bien sûr, évidemment, l'Irak. Toutes ces frontières terrestres. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez sur cette carte, c'est aussi grand que la majeure partie de l'Europe occidentale. Où allez-vous trouver les forces nécessaires pour mettre un pays en quarantaine? Je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'étais sur le terrain en Afghanistan, à cette frontière. Vous pouvez même regarder ceci. Regardez simplement la frontière, tout à droite, ici, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Prenez seulement sa partie nord, dans un endroit appelé la province de Kunar. Une seule province, donc. J'ai passé pas mal de temps à cette frontière, et je peux vous dire que lorsque nous avions 140 000 soldats sur le terrain, en plus d'environ 350 000 soldats afghans, nous ne pouvions pas empêcher les passages transfrontaliers dans cette seule province. Les talibans faisaient des allers-retours depuis le Pakistan. Ils recevaient toutes sortes de soutien. On le savait. On n'aurait jamais pu l'arrêter. Une province dans cette seule ville frontalière. Et maintenant, vous voulez voir ça. Et quand ces gens vous disent « Oui, bon, on va mettre le pays en quarantaine », on n'a pas assez de force dans l'ensemble des forces armées américaines. Tout le monde, tous les bateaux qu'on a, rappelez les réservistes, mobilisez la garde nationale, activez la garde nationale aérienne, toutes les forces navales, tout ce qu'on a. Vous ne pourriez pas arrêter ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Même pour la mer Caspienne. Vous allez aller dans la mer Caspienne et y mettre en place un blocus naval. Bon courage. On n'arrive même pas à en appliquer un complètement ici. Et si vous faites ça, évidemment, vous mettez alors en danger tout le reste de ce qu'on a. Et nous ne ferions pas ça. Mais ce que je veux dire,
c'est que même si nous le faisions, on ne serait jamais prêt, même pas prêt, de pouvoir mettre le pays en quarantaine. Il y a tout simplement trop de moyens pour eux de faire entrer et sortir des approvisionnements. S'ils peuvent faire entrer et sortir du pétrole, ils peuvent faire passer d'autres choses. Évidemment, les sorties sont très fortement limitées par le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. C'est la voie principale évidente, parce que c'est là qu'ils peuvent acheminer les plus gros volumes et faire les choses le plus rapidement. Mais ils ne le peuvent pas. Regardez l'histoire. L'une des choses qui m'a toujours marqué quand j'ai étudié la guerre du Vietnam, c'est à quel point nous bombardions sans relâche toutes ces filières de ravitaillement. C'était de la jungle, pas un terrain montagneux. Mais dans tant de zones frontalières où nous essayions de détruire les Nord-Vietnamiens à l'époque, et vous savez, ils n'avaient rien de moderne. Je pense que presque toute leur aviation, c'était des chasseurs soviétiques, et ainsi de suite. Mais même ça, ils n'en avaient pas beaucoup. Au sol, tout se faisait à dos de mulet. Des gens portaient les charges. Je veux dire, ils le faisaient vraiment. Et ils ont réussi à survivre à tous nos bombardements. Et je parle de quantités massives, parce que nous contrôlions le ciel et nous pouvions les pilonner à volonté. Nous n'avons jamais stoppé leur logistique. Ils ont continué. C'est ce qui s'est passé au Vietnam, et vous pouvez voir que cela se produirait ici. Il semble ne pas en avoir conscience. Et puis, il y a le résultat même du fait d'essayer de s'en prendre à toutes ces cibles. Frapper leurs lignes ferroviaires, leurs postes frontières, les ponts qui les traversent et qu'ils utilisent pour acheminer tout ça, leurs infrastructures pétrolières, leurs infrastructures énergétiques, la production d'électricité, toutes ces choses-là. Nous le savons déjà parce que le professeur Marandi, nous l'a dit. Mais les Iraniens eux-mêmes l'ont dit aussi. Leurs dirigeants officiels, Ghalibaf, Abbas Araghchi, Pezeshkian, le président, ils ont tous dit que ce serait du donnant-donnant. Si vous frappez ces cibles, nous frapperons ces cibles aussi. Ils semblent le croire. Il agit comme si on pouvait faire tout ce qu'on veut sans jamais subir la moindre conséquence, alors qu'on a vu les putains de conséquences de cette guerre. Voilà le niveau de folie de nos hauts dirigeants. D'abord, ils vous mentent. Et maintenant, ils veulent que vous souteniez des politiques qui, à la moindre analyse, sont suicidaires. Voilà où nous en sommes. C'est Jack Keane. Il représente une école de pensée. Maintenant, regardons un autre général, Keith Kellogg, qui dit en gros, vous savez quoi? Je pense qu'on peut se passer de tout ça. Certainement pas de troupes au sol. Je pense qu'on peut le faire uniquement depuis les airs. Pickaxe Mountain, ce site fortifié enfoui à plusieurs centaines de pieds sous du granit massif. Une vaste mission aérienne pourrait-elle le détruire? Nos bombes anti-bunker les plus puissantes, les GBU-57, ont leurs limites. Voici comment elles fonctionnent. Les bombes anti-bunker sont conçues pour traverser la Terre et d'épaisses couches de béton armé avant d'exploser. Ce déclenchement retardé leur permet de détruire des installations militaires enterrées, hors de portée des bombes conventionnelles. On le voit ici. Elles s'enfoncent, puis explosent. Mais nous n'avons aucun précédent permettant de savoir si cela pourrait éliminer une cible aussi profondément enfouie. Alors, un bombardement de frappe aérienne pourrait-il détruire les centrifugeuses enterrées dans Pickaxe Mountain? Ils considèrent les négociations comme un moyen de continuer à faire traîner les choses, encore et encore. Et nous essayons d'aboutir à une conclusion. Eux ne raisonnent pas comme ça. Il faut le comprendre. Donc je pense qu'il faut aussi combiner le politique et le militaire pour parvenir à un état final. Pickaxe Mountain en est un élément, et je pense que nous avons les capacités, je le crois, d'arriver là où nous devons arriver. Il est bon. On vous a montré hier qu'il disait, vous savez,
Et oui, il a été poussé sur ce point. On lui dit, vous parlez de troupes au sol. Non, 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 non. Prenez juste l'île de Karg. Donc juste un tout petit peu de troupes au sol, pas de problème. Mais le vrai sujet, c'est la montagne de la pioche, parce qu'il faut détruire ça. Et lui dit que si Jack Keane veut mettre tout le pays sous quarantaine, Jack ou Keith Kellogg dit, bon, faisons-en une version plus limitée. Prenons juste l'île de Karg. Et oui, faisons aussi des choses sur le plan économique. Mettons-leur davantage de sanctions. Étouffons-les économiquement, et ça fera l'affaire. Mais oui, il faut quand même aller jusqu'à la montagne de la pioche, parce que, je ne sais pas, c'est le truc du président Trump. Ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Et Israël vient de nous dire, à nous et au monde entier, que c'est là que se trouve le nouveau site. Pourtant, lors de l'opération Midnight Hammer, nous avons soi-disant éliminé tout ça. Alors, nous le ferons ici. C'est intéressant, quand l'animateur de Fox disait, vous savez, nous n'avons aucune expérience qui nous permette de savoir si cela va marcher. Oui, enfin, vous venez de le dire. L'opération Midnight Hammer, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons visé tous ces sites. Nous avons utilisé les bombes anti-bunker, les GBU-57, nous avons tout fait. Et c'est très clair maintenant. Nous avons secoué la partie supérieure. Nous avons fait exploser pas mal de choses à la surface et il existe une capacité de pénétration sans aucun doute. C'est vrai aussi. Nous savons où sont les entrées et les tunnels de sortie, du moins certains d'entre eux. Nous pouvons donc frapper et oser toutes sortes de dégâts à la surface. Mais les cibles qu'il faudrait atteindre sont bien plus bas que ça, comme dans le scénario de Yas Mountain que je vous ai montré il y a une seconde. Donc, vous voyez, vous ne savez même pas où ça mène, sous terre. Vous savez où se trouve la porte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, contrairement au modèle simpliste qu'il a montré, où il y aurait juste un puits vertical ou quelque chose qui descend tout droit jusqu'à l'installation, personne ne fait ça. Tout le monde sait comment fonctionne la GBU-57. Ils savent comment fonctionnent les bombes anti-bunker. Donc, c'est pas comme ça que c'est conçu. Vous avez un puits qui entre comme ça, puis qui part dans cette direction, puis dans cette autre direction, puis qui revient par ici. Personne ne sait, mais ça suit une sorte de trajet sinueux, imprévisible. Alors, vous savez où se trouve le trou d'entrée, mais vous ne savez pas où sont les installations elles-mêmes. Ici, ici, ou de l'autre côté, là-bas. Elles sont à 200 mètres de profondeur, à 100 mètres, à 300. Qui sait? On ne sait rien de tout ça. Et si vous ne savez pas tout ça, vous tirez littéralement dans le noir. Voilà donc ce qui se passerait si nous frappions ici. Sur le plan économique, nous savons que l'Iran est sous sanctions économiques pratiquement depuis le début de son existence, depuis 47 ans. Nous avons donc essayé d'affamer la Russie jusqu'à la mort, et nous constatons que cela n'a eu pratiquement aucun impact. Son économie est même en croissance. Elle est actuellement 4e au monde en parité de pouvoir d'achat. Ils ont appris à contourner les sanctions. Et devinez quoi? Leur allié, l'Iran, a tiré les leçons de leur exemple et trouve lui aussi des moyens de les contourner. Et comme je viens de vous le montrer sur cette carte, il y a toute cette frontière terrestre et la mer Caspienne au nord. Ils ont des moyens de contourner ça. Donc vous n'allez pas les affamer à mort. Mais voilà le problème. Si vous suivez la méthode de Keith Kellogg et que vous dites « oui, on va prendre des mesures économiques, s'en prendre à l'île de Karg et frapper la montagne Pickaxe », ce que aucun d'entre eux ne vous dit, c'est que chacune de ces mesures a des conséquences. Il y a des conséquences aux missiles que nous tirons. On le constate régulièrement. C'est pour ça que des Américains ont été tués récemment en Jordanie. C'est pour ça que nos bases au Koweït ont été frappées après la dernière série d'actions avant-hier. Mais si vous vous attaquez à la montagne Pickaxe, vous risquez d'avoir un problème plus grave sur les bras, comme le professeur Marandi nous l'a dit dans cette émission hier. S'il frappe Pickaxe, que se passe-t-il?
Si Trump escalade, les Iraniens ont dit très précisément, à propos de cette montagne, que si les États-Unis la frappent, ils riposteront dans toute la région. Et cela signifie frapper des infrastructures critiques en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Bahreïn. Ce serait un peu comme s'en prendre aux ponts, aux centrales électriques et à tout ce que Trump envisageait de frapper. L'Iran a donc dit qu'il riposterait très durement. Sur les mêmes cibles. Cela vaut donc autant pour la version de Keith Kellogg sur ce qu'il veut que Trump fasse que pour l'école de pensée de Jack Keane sur ce qu'il veut faire lui-même, puisqu'il visait expressément ces mêmes cibles. Qu'il ait visé Pickaxe ou non n'a aucune importance, parce qu'il a précisément cité toutes ces cibles économiques et énergétiques que Kellogg veut évidemment frapper lui aussi. C'est donc là que les deux approches se rejoignent. Et le résultat sera le même, peu importe qui frappe ou quelle école de pensée est suivie. Ils vont frapper tous les pays du CCG qui ont déjà été durement touchés. Et jusqu'ici, les cibles principales, pas toutes, mais les principales, ont été militaires. Par exemple, nos bases au Qatar, à Bahreïn, où se trouve évidemment le quartier général de la 5e flotte, en Jordanie et au Koweït. Ils ont été touchés assez durement. Cela s'est produit ici très récemment, après la dernière vague. Mais si vous passez d'une cible militaire à une cible civile et économique, vous aurez le même type de frappe qu'auparavant. Et cela mérite d'être répété, ou du moins ce serait le cas si je l'avais sous la main. Non, je l'ai. Cela mérite d'être répété. C'est ce que les Iraniens sont capables de faire. Nous vous avons montré Ted Postol hier. Surtout, retournez voir cela, parce que Ted Postol a souligné que nous avons de nouveaux, que la partie iranienne a de nouveaux types de missiles qu'elle est en train de présenter. Et il dispose de capacités supplémentaires de ciblage, probablement fournies par les Chinois, qui sont opérationnelles. Ils peuvent atteindre ce qu'ils visent. Donc si on élargit, ce sont des cibles militaires. Toutes celles que vous voyez ici sont des cibles militaires. Si on passe du domaine militaire au domaine économique, alors ce ne seront plus des bases américaines. Vous voyez sur les images satellites. Ce sera la compagnie pétrolière koweïtienne, ce sera la compagnie pétrolière Saudi Aramco, ce seront les installations pétrolières du Qatar, etc. Tous nos alliés. Et s'ils commencent à détruire ces capacités, ce n'est pas un problème immédiat, comme avec le détroit d'Ormuz. C'est un problème politique. Et un problème politique peut être résolu par la diplomatie. Les portes peuvent se rouvrir et les choses peuvent repartir ou au moins s'engager sur la voie d'un retour à l'ouverture. Si nous avions suivi le protocole d'accord et simplement laissé de côté le paragraphe 5, nous serions probablement aujourd'hui proches de 75% des niveaux d'avant-guerre. Peut-être même davantage. Enfin, c'est possible. Il faudra beaucoup de temps pour défaire tout ça, parce qu'il y a énormément de choses à ajuster à l'échelle mondiale. Mais vous seriez déjà bien engagé sur cette voie. Peut-être qu'en janvier, vous seriez revenu à un niveau proche de celui-là. Bien sûr, une partie ne pourrait pas être rétablie en raison des dégâts matériels déjà causés. Par exemple, au champ gazier de Pars. Une grande partie de ces infrastructures mettra des années à se remettre. Donc vous ne récupérerez pas tout, même si la décision politique est prise. Mais ce n'est pas une décision politique, c'est une décision militaire. Parce que vous avez matériellement limité la capacité même de produire du gaz et du pétrole. Et bien sûr, ils pourraient ne pas se contenter de frapper les capacités de raffinage. Ils pourraient frapper les puits de pétrole eux-mêmes, ce qui causerait encore plus de dégâts. Mais s'ils frappent ces raffineries et les stations de pompage, etc., qui permettent de transporter le pétrole d'un endroit à un autre, alors tout le pétrole pourrait se retrouver hors service. Et là, il n'y a plus de décision politique à prendre. Vous pouvez ouvrir les vannes toute la journée.
S'il n'y a pas de pétrole à y faire passer, ça ne change rien. Si vous suivez cette voie, ou celle de Jack Keane, c'est l'issue la plus probable. Et si vous pensez qu'il y a déjà un problème, avec tout ce qui va de l'essence au diesel, en passant par les engrais, l'hélium, l'aluminium, toutes ces choses que nous avons déjà mentionnées et qui ont déjà des effets très négatifs sur l'activité économique, ce n'est rien comparé à ce qui se passerait si nous empruntions cette voie. Et les Iraniens ne vont pas le faire. Ils ne vont rien initier de tout ça. Mais ils ont déclaré sans équivoque qu'ils s'engageraient assurément dans cette voie si nous ouvrions cette porte. Alors, comprenez bien ceci. Soyons parfaitement clairs, les amis. Si nous suivons la méthode de Jack Keane ou celle de Keith Kellogg, peu importe laquelle, et que nous frappons des infrastructures énergétiques ou Pickaxe Mountain, alors nous aurons, de fait, dit « S'il vous plaît, tirez sur tous nos amis dans la région. S'il vous plaît, détruisez leurs infrastructures pétrolières, leurs infrastructures gazières, leurs capacités de raffinage, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, créez des problèmes pour tout le monde. Voilà quel en sera le résultat. Et quiconque dit le contraire est soit profondément perturbé psychologiquement, soit en train de vous mentir. Et il se peut qu'ils aient des raisons plus sombres de vouloir que cela arrive. Je ne sais pas. Je n'ai absolument idée ce qui les motive. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce serait totalement irrationnel, au regard de ce que nous savons de l'intérêt de notre pays, de nous engager dans une voie où l'ennemi nous a déjà avertis et a même diffusé de véritables listes de cibles. Ils ont effectivement publié des listes de cibles énergétiques qu'ils frapperaient dans la région si nous commencions à frapper les leurs. Donc nous allons en rester là pour l'instant. Nous allons attendre, voir et surveiller la situation. Mais comprenez bien ceci, si nous frappons ces cibles, voilà quel en sera le résultat. Et nous devrons répondre de la raison pour laquelle nous avons choisi soit de ne pas les croire, soit d'accepter cela. Très bien, ce sont deux écoles de pensée. Il y en a maintenant une autre, celle de James Carafano. Je crois que c'est un colonel à la retraite, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est un colonel de l'armée de terre. Lui a une autre vision sur les choses. Sa position, nous avons déjà gagné. Je pense que le président fait exactement ce qu'il faut. Sa stratégie, ce n'est pas le donnant-donnant, ni l'escalade. Nous allons simplement continuer à leur en mettre davantage jusqu'à ce que le gars abandonne. Mais nous avons déjà gagné la guerre. Tout ce qui faisait de l'Iran une menace stratégique, le président l'a déjà neutralisé. Donc ce que fait la stratégie maintenant, c'est réduire les risques. Cela signifie que chaque fois que les Iraniens font quelque chose d'agressif, le président leur retire une capacité supplémentaire. Et cela repousse d'autant le moment où ils pourront redevenir une menace. Ce qui est aussi essentiel, c'est qu'on se focalise tous sur l'action militaire. Mais il y a aussi les mesures économiques. C'est du 2 en 1. Entre le blocus, les sanctions et l'action militaire, ce régime est vraiment sous pression. Et ce qui compte, ce n'est pas de finir le travail. Ce qui compte, c'est l'Iran représente-t-il une menace pour nous? La réponse, c'est qu'il ne constitue pas aujourd'hui une menace stratégique. Et chaque fois que le président s'en prend à lui, le jour où il pourrait devenir une menace stratégique est repoussé de plus en plus loin. De quoi parle-t-il quand il dit qu'il ne représente pas une menace stratégique? Le détroit d'Ormuz, mesdames et messieurs, seulement 15% des volumes d'avant-guerre y transitent encore. Le détroit de Bab el-Mandeb, pour le pétrole saoudien, on est à environ 10 à 20% de ce qu'on avait avant après sa fermeture. Moi, je pense que ça compte vraiment. Je pense que c'est bel et bien un impact stratégique pour nous, et nous ne pouvons pas y mettre fin. Cela fait 152 jours que le détroit d'Ormuz est contrôlé par la partie iranienne.
vous n'avez pas réussi à le leur reprendre. Et dire simplement, oui, chaque fois qu'ils feront quelque chose, nous répondrons, nous leur retirerons autre chose. Vous ne leur avez rien retiré, colonel. De quoi parlez-vous quand vous dites le leur retirer? La seule chose qu'on nous retire, ce sont nos missiles offensifs et défensifs. N'importe élevé sur nous poke. C'est ça que nous perdons. Et qu'entendez-vous par chaque fois qu'ils font quelque chose? Ça a toujours été exactement l'inverse. Enfin, pas toujours. Je retire ça. Lors de l'un de ces épisodes récents, c'est bien la partie iranienne qui a frappé la Jordanie en premier. C'est ce qui a déclenché ce dernier échange de représailles. Ça a été un va-et-vient. On verra où cela mène à partir de là. Mais tous les autres cas, c'est parce que nous avons attaqué des intérêts iraniens en premier. Même celui qui a suivi la signature du protocole d'accord, l'Iran a tiré des coups de semonce, a donné des avertissements verbaux, puis a tiré sur un pétrolier. Ce sont les États-Unis qui ont ensuite tiré, pas sur un pétrolier, même si nous l'avons fait séparément. Nous avons tiré sur la partie iranienne, et ils ont ensuite répondu. Et durant ces 12 épisodes, ces 13 jours consécutifs, chaque fois que nous avons tiré sur eux, ils nous ont répondu par des tirs. C'était toujours dans cet ordre-là. Donc, si vous n'aimez pas le résultat, arrêtez de le faire. Mais même avec ce qu'on a fait, oubliez qui a vraiment commencé, qui a porté le premier coup, qui a répondu coup pour coup, on ne leur a rien retiré. Toutes ces chaînes de montagnes dont je n'arrête pas de vous parler, toutes ces capacités qu'ils ont dispersées partout, les vedettes rapides, on les a toujours pas vues utiliser de torpilles. Apparemment, ils en ont. Ça n'avait même pas encore été dévoilé. Les nouvelles catégories de missiles dont Ted Postol vous a parlé hier. Vous l'avez noté? Ça a été ajouté, colonel. Alors, de quoi parlent ces gens quand ils disent « oui, on continue de leur retirer des capacités et ils vont s'affaiblir », alors qu'il est évident que c'est nous qui nous affaiblissons et qu'on ne peut pas leur retirer la capacité qui compte le plus pour garder le contrôle de ce détroit d'Ormuz. Pourquoi dit-on des choses pareilles? Alors, que ce soit l'école Jim Carafano, Keith Kellogg, Jack Keane, peu importe, tous ces faucons de guerre ont leurs différentes versions de ce qu'ils veulent faire. Et tout ça, c'est absurde. Tout repose sur la tromperie, comme nous l'en avons parlé dans l'émission précédente. Et maintenant, ils veulent que ils essayent tous de faire pression sur le président Trump pour qu'il s'engage dans cette voie. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne comprends tout simplement pas. Je ne vois pas la logique derrière ça. Aucune de ces personnes n'est stupide. Elles sont toutes très expérimentées. Elles ont beaucoup d'expérience en relations internationales. Et elles connaissent certainement très bien le camp iranien. Ils connaissent les rapports de force et tout ça. Alors je ne comprends pas pourquoi ils diraient toutes ces choses-là ici. Si c'était un Lindsey Graham, un Tom Cotton ou quelqu'un comme ça, je pourrais me dire, bon, ils sont juste ignorants. Ils ne savent pas. Ils parlent sans savoir. Ils pensent simplement que, bon, on est américain, donc on est plus puissant que tout le monde. On peut être ignorant et faire des commentaires stupides. Mais ces gars-là ne sont pas ignorants, et ils ne sont pas stupides. Alors je ne comprends pas pourquoi ils essaieraient d'engager le président Trump sur une voie qui ne peut que nous mener à l'échec. Je ne sais pas, les amis. J'imagine qu'il va falloir les laisser répondre eux-mêmes à cette question. Mais un jour, ils devront en répondre. Parce que si le président Trump les écoute et applique n'importe quelle version de tout ça, alors toutes les conséquences dont je viens de vous parler, nous tomberons dessus. Et une fois que ces choses commencent, souvenez-vous, si nous faisons ce que je crois Keane a dit, c'est-à-dire s'en prendre au système énergétique, ou si nous faisons ce que Keith Kellogg a dit, s'en prendre au mont Parchin, si nous faisons l'une ou l'autre de ces choses, alors selon ce qu'ils disent, cela déclenche une riposte de l'Iran. On verra après coup s'ils le pensent vraiment,
lorsqu'il s'agira de frapper toutes ces cibles ici. Une fois qu'ils auront frappé toutes ces infrastructures, les réserves de pétrole, les champs gaziers, peu importe, toutes les capacités dont il parle ici, une fois que cela arrivera, il n'y aura plus de retour en arrière. On ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Même les dégâts causés jusqu'ici, toutes ces choses que le commandement central a frappées avec les 13, plus celles de la nuit précédente, donc 14 au total jusqu'à présent, tout ça est réparable. On peut réparer, on peut contourner ces dégâts, si maintenant on prend des décisions politiques et diplomatiques un tant soit peu sensées. Mais là, bon sang, on a franchi le Rubicon. Et il n'y a pas de retour en arrière. Parce que c'est désormais une contrainte matérielle. Il faudra des années, jusqu'en 2027, 2029, 2030, pour tout remettre en état. Et ça ne résout même pas le problème à court terme. Mais maintenant que cela a intégré un coût économique considérable pour notre pays, il faudra bien en assumer les conséquences un jour. Il est important que vous compreniez ceci. On vous ment et ils défendent quelque chose qui vous nuira. Il est temps d'appeler ça par son nom. Des conneries. Et il faut que les citoyens mettent la pression sur ces gens-là, sur le président des États-Unis, pour lui dire « Hey, ne faites pas quelque chose qui va nous faire du mal. » Enfin, c'est le principe de base en médecine, non? D'abord, ne pas nuire. Ensuite, on voit si on peut réparer les choses. Nous sommes encore en train de creuser notre propre trou. Je pense qu'il est temps d'arrêter ça. Écoutez, on vous apprécie, les gars. Nous allons continuer à ne pas nous laisser intimider ni compromettre, pour vous dire la vérité, même face à des choses comme celle-ci, parce que vous méritez de savoir. Et je ne veux pas que quelqu'un revienne après coup pour dire « Eh bien, on ne savait pas qu'ils allaient faire ça. » Nous vous le disons maintenant. Pour ceux qui regardent en direct, vous l'avez maintenant. Et ce sera là pour que la postérité puisse le voir. Ainsi, si le pire arrive, personne ne pourra jamais revenir vers ces faucons de guerre et prétendre qu'ils ne savaient pas. Qui savait ce qui allait se passer? Nous le savions, et vous le savez. Nous reviendrons plus tard. Je vois qu'il y a d'autres choses qui se passent aujourd'hui avec Raj et Menon. Oui, Danny. Et en ce moment, il tient une réunion plénière du cabinet à Camp David, principalement au sujet de l'Iran. Ah, eh bien, laissons-les continuer. Oui, bien sûr. Oui, ils parlent de beaucoup de choses en ce moment, ils parlent de l'économie et d'autres sujets, mais ils se réunissent pour trouver une issue concernant l'Iran. Oui, eh bien, je parie qu'ils n'ont rien dit du genre. Mettons fin à la guerre par la diplomatie dès aujourd'hui, puis retirons-nous. Oui, écoutons juste une seconde. Allons-y, allons-y. Personne n'a jamais entendu parler d'une chose pareille. Et tout ça, c'est parce que nous étions les plus élevés. Nous avions, de très loin, les prix les plus élevés au monde. Les médicaments les plus chers, les médicaments sur ordonnance et les autres. Les plus chers au monde. Le monde entier se moquait de nous. Nous payions pour le reste du monde. Nous subventionnions le monde entier. Et j'ai dit, nous n'allons pas continuer comme ça. Et j'ai commencé dès le premier mandat. Je m'en suis occupé. Évidemment, Biden n'a pas été capable de faire quoi que ce soit, parce qu'il fallait obtenir l'accord des laboratoires pharmaceutiques. Et il fallait aussi obtenir l'accord, ce qui était plus difficile, des autres pays. Les autres pays devaient accepter, mais ils payaient une fraction du prix, parfois 10%, 40%, 70% de moins. Alors je devais les appeler, je devais les avoir au téléphone, et je leur ai dit, si vous ne le faites pas, nous allons devoir vous imposer des droits de douane. Et tous ont dit non au début, très poliment. Ils ont dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire ça, nous n'allons pas doubler nos prix. Ils ont dû doubler leurs prix, et dans certains cas les tripler, et nous aurions baissé les nôtres. Donc, un médicament vendu $10 en Allemagne
se vendait $130 à New York. Le même médicament, de la même entreprise, de la même usine, du même site de production, du même laboratoire. Eux paient $10 et nous payons $130. Ils disent non, non, non. Maintenant, le monde est plus vaste, donc pour eux, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Alors, ils sont montés à $20 et nous sommes descendus à $20. Nous avons donc maintenant les prix des médicaments les plus bas au monde. Nous sommes à égalité pour les prix les plus bas, mais en gros, nous bénéficions de la clause de la nation la plus favorisée. Nous sommes donc passés de bas les médicaments les plus élevés au monde, aux prix plus bas au monde. Maintenant, ce que cela implique pour votre système de santé. On va rester là-dessus encore quelques minutes. Mais s'il continue à s'éterniser, c'est clairement Magnon. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Obamacare est un désastre total. C'est un gouffre coûteux. C'est inabordable. Nous l'appelons la loi sur les soins inabordables. C'est une honte. Ils n'ont même jamais envisagé qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Alors, j'ai d'abord contacté les laboratoires pharmaceutiques, puis les pays. Et les laboratoires ont accepté parce qu'ils savaient que les pays n'accepteraient pas. Et quand j'ai appelé l'Allemagne, la France, quand j'ai appelé le Royaume-Uni, quand j'ai appelé tous ces pays, j'ai dit « Vous devez le faire, ce n'est pas juste. Nous payons 10 fois plus que vous pour le même médicament. » Vous ne pouvez pas faire ça. Et ils ont dit « Eh bien, nous ne le ferons pas, parce que nous allons devoir doubler nos prix pour vous satisfaire. » J'ai dit non, peut-être que vous allez devoir tripler vos prix. Ils ont dit « Eh bien, on ne peut pas le faire. » J'ai dit « Très bien. Si vous ne pouvez pas le faire, alors moi non plus, je ne peux pas faire quelque chose. Et je vais vous imposer des droits de douane très importants, bien plus élevés que ce dont nous parlons. » Et ils ont tous dit « Nous serions ravis de le faire. Nous serions ravis de le faire. Ce serait pour nous un grand honneur de le faire. » Donc personne d'autre n'aurait fait ça. Ça ne serait jamais arrivé. On dirait presque que c'est une couverture pour l'élection en ce moment. Un peu de campagne électorale en cours. Eh bien oui, c'est clairement un spot de campagne ici. On va rester là-dessus encore quelques minutes. Vous savez, toute cette histoire selon laquelle il est exposé ici même, c'est vraiment une logique étrange. You know, this whole thing about he's on display right here is just really strange logic. He tells them that they don't want. Il leur dit qu'ils ne veulent pas doubler ou tripler le prix de ces médicaments sur ordonnance. Mais quand il a parlé de tripler les prix ou d'imposer des droits de douane, alors tout à coup, il considérerait que ce serait un honneur de le faire. J'en doute fort. Mesdames et messieurs, pour la première fois depuis 28 ans, les prix des médicaments ont baissé de janvier à décembre. Et je veux simplement féliciter tout le monde d'avoir participé à cette formidable expérience. Bon, voyons s'il va aborder le sujet maintenant. On parle de 400, 500, 600%. Nous payons les prix des médicaments les plus bas au monde. Pourquoi continue-t-il à dire ça? Il est mathématiquement impossible de baisser de 400%, à moins de payer quelqu'un pour qu'il prenne des drogues. Pourquoi continue-t-il à dire ce genre de choses? Pour la santé, Bobby, c'est incroyable, parce que les médicaments représentent une grande partie des soins de santé. J'aimerais donc que les gens le comprennent, et j'espère qu'ils vont voter pour nous aux élections de mi-mandat. Voilà, Gary, vous venez de le dire. C'est la réunion du cabinet. Ils ne sont là que pour faire de la figuration. Voyez s'il dit quoi que ce soit sur cette guerre, ici, ou sur les combats en Ukraine. On dirait l'invasion d'un pays par des centaines de milliers de personnes. Et la même chose va nous arriver si les républicains ne sont pas élus. Bon, vous savez quoi?
All right, you know what? Let's forget about this, Gary. It's truly just. Oublions ça, Gary. Franchement, c'est qu'une pub de campagne. On revient vers vous ici, eh bien, dans le courant de l'après-midi. On verra, il faut encore caler certaines choses. Mais hier, le président Trump a annoncé sur Truth Social que, eh bien, bonne nouvelle. Il y a la paix au Moyen-Orient entre le Hamas et Israël. Le Hamas a accepté de se désarmer. Israël a accepté de se retirer. Donc, youpi, tout va bien se passer pour les Palestiniens. Oui. Vous n'avez sans doute même pas besoin d'entendre la suite pour savoir déjà où je veux en venir. Le diable est dans les détails, et il y a beaucoup de diable dans ces détails. Ce n'est pas tout à fait aussi positif que ça en a l'air. Nous recevrons cet après-midi Rajan Menon, qui est un expert de ce genre de questions. Il va nous expliquer ce qui se passe réellement. À tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous matraquer de publicité. Je ne les aime pas. Alors, rendez-vous sur un Pixure d'offre. Elo, abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.